production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie était la meilleure chose à faire cet été ? Ventiler nos esprits, sublimer nos couchers de soleil et entretenir nos discussions d'apéro. Avouons que les vacances sont un moment singulier. Il y a ceux qui se disputent en remplissant le coffre de la voiture, ceux qui prennent le train pour la colo avec une étiquette autour du cou, ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui jouent au ballon dans la rue. Il y a ceux qui profitent du mois d'août, enfin seuls au bureau. Ceux dont les tablés ne comptent plus les convives. Ceux qui préfèrent la montagne au sable brûlant. Ceux qui pestent contre les moustiques. Et ceux qui font des siestes à rallonge. Il y a ceux que ça angoisse de partir. Et ceux que ça angoisse de rentrer. Il y a ceux qui aiment les parcs d'attractions. Et ceux qui ne jurent que par les criques désertes. Il y a les sandwichs sur le bord d'autoroute et les tables avec nappe. Il y a les fidèles et les novices. Ceux qui savent où s'achète la meilleure gaufre et ceux qui cornent les pages du routard. Ceux qui choisissent les nationales et ceux qui jouent au Uno à l'aéroport. Ceux qui économisent le parking et ceux qui claquent le travail de l'année. Il y a les saisonniers qui triment en attendant l'hiver à Bangkok, ceux qui gardent les chats des voisins, ceux qui ont une grand-mère et ceux qui ne voient plus leur famille, ceux qui écrivent des cartes postales et ceux qui n'allument plus leur téléphone. Il y a les protections 50 et ceux qui mettent de l'huile au monoeil. C'est quelque chose l'histoire des vacances. Une somme de comportements qui tissent nos souvenirs autant que notre sociologie. Un espace où nos esprits font face à cette somme d'émotions confuses qui se baladent en nous depuis l'enfance. Alors, que vous partiez ou non, que vous aimiez les congés ou pas, j'avais envie de vous accompagner à travers ces quelques épisodes. Et surtout, je vous souhaite un été qui vous ressemble. Un été sans projection, un été qui ne soit pas déjà la rentrée. Un été surtout qui soit le vôtre et qui vous rappelle que la philosophie est toujours là pour vous accompagner. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet capital, confirmé par des statistiques édifiantes. Il y a plus de couples qui se forment l'été. La saison des mariages serait-elle aussi la saison des rencontres ? Est-ce à dire qu'en juillet et août, il y a quelque chose dans l'air qui en appelle à la sensualité ? Est-ce l'atmosphère détendue et les couchers de soleil orangés qui participent à la montée du désir ? Ou est-ce le changement de décor des vacanciers qui les autorise à un peu plus s'ouvrir ? Sans doute est-ce un peu de tout cela. Mais qu'il s'agisse d'un amour de vacances, d'une histoire sans lendemain, ou d'un coup de foudre pour la vie, ni l'un ni l'autre ne peuvent faire l'économie du plus joli des sports de l'été, la séduction. Oui, mais voilà, comme souvent dans ce podcast, à peine le mot est-il lâché qu'il nous donne déjà des sueurs froides. Car la séduction est aussi une épineuse question. Dans le monde de l'après-MeToo, dans le cadre d'une réflexion sur l'égalité homme-femme, les clichés sur la séduction donnent la nausée, et les figures du Don Juan ou de Casanova dérangent. Alors, la séduction est-elle vouée à sa disparition ? La drague de plage est-elle condamnée à être lourdingue ? Et séduire implique-t-il nécessairement une relation de domination ou de duperie ? Au fond, que veut dire séduire l'autre ? N'est-ce pas aussi une façon de se plaire à soi-même ? Voilà les enjeux du jour, peut-être bien plus profonds qu'une comédie de l'été. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rétorque Dalida à Alain Delon dans la célèbre chanson « Parole, parole ». Le refrain reste en tête, mais la critique n'en est pas moins vive.
elle poursuit de sa voix si reconnaissable. Caramel, bonbons et chocolat, merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. La séduction n'est-elle que cela? Une affaire de mots faciles qui sonnent faux et n'ayant aucune autre ambition que de flatter l'autre pour capter son attention. Pour y répondre, quittons un instant la chanson pour aller du côté de l'étymologie et flirter avec la littérature. Séduction vient du latin seducere, qui signifie conduire à l'écart ou amener à soi. Séduire, c'est donc littéralement tirer quelqu'un à l'écart du groupe avec lequel il se confondait. C'est le sélectionner, le persuader qu'il est unique, remarquable et qu'il a été remarqué. On identifie souvent deux manières de séduire, un peu caricaturales certes, mais suffisamment opérantes pour distinguer bon nombre d'exemples. D'un côté, la séduction active, offensive, parfois même violente. De l'autre, la séduction plus passive, les yeux de biche, qui, loin d'aller chercher l'autre, l'attire à soi et cherche à l'entraîner dans ses filets. Et si Will Smith, dans son film culte Hitch, expert en séduction, connaît toutes les ficelles à tirer et les enseigne à des individus des deux sexes, force est de constater que dans l'histoire de la littérature, la séduction dite active est souvent attribuée aux hommes et la passive aux femmes. Comme le rappelle Michel Laxener dans un passionnant article sur la séduction en littérature, lorsqu'on cherche des exemples de séduction dans les œuvres littéraires, on trouve essentiellement des séducteurs masculins. Don Juan, Casanova, Valmont, Julien Sorel. Alors, il est beaucoup plus difficile de dresser une liste comparable de séductrices ayant laissé des noms aussi connus. Il y a bien sûr Carmen, qui entend mener sa vie amoureuse comme un homme et menace ostensiblement « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si tu m'aimes, prends garde à toi. » Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Mais Don José lui retournera son prends garde à toi à la fin de l'opéra en la tuant d'un coup de couteau. Dans la littérature, la femme est presque toujours décrite comme séduite et abandonnée. Ariane se lamentant à Naxos de l'infidélité de Thésée, Didon mourant sur son bûcher après le départ d'Énée, Médée tuant ses enfants parce que Jason l'a trahi. La femme séduite reste à jamais fidèle, comme Pénélope qui renonce à se remarier ou Lucrèce qui se suicide pour rester fidèle à son mari. Bref, la dialectique du dominant et du dominé envahit nos imaginaires collectifs et notre espace culturel. Ces différents exemples s'infiltrent dans nos pensées et contaminent, bien plus qu'on ne le pense, nos pratiques, nos liens, nos rapports à l'autre. La séduction féminine serait discrète, voilée, dissimulée. Les femmes usent de maquillage, de filtres d'amour, de sorcellerie, comme Tristan, victime du filtre d'Iseut, tandis que la séduction masculine est franche, assumée et visible. La séduction engage la virilité. Ainsi le résume Kierkegaard dans le bien nommé « Le journal du séducteur » publié en 1843. Le journal raconte la séduction d'une jeune fille par un séducteur expérimenté dont toutes les ruses et les méandres de la pensée nous sont présentés en cette occasion. Je vous en cite un extrait explicite. « Aimer une seule est trop peu. Aimer toute est une légèreté de caractère superficiel. Mais se connaître soi-même et en aimer un aussi grand nombre que possible, enfermer dans son âme toutes les puissances de l'amour, de manière que chacune d'elles reçoive son aliment approprié, en même temps que la conscience englobe le tout, voilà la jouissance, voilà qui est vivre. » Dans son texte, Kierkegaard cherche à présenter sa philosophie des stades de la vie, et plus spécifiquement le premier stade, dit le stade esthétique,
dans lequel il situe son narrateur séducteur. La vie dissolue du séducteur est dominée par l'ironie et le pathétique d'une quête sans fin. La vie esthétique, décrite par Kierkegaard, ne doit rien ni à la morale ou à la religion. Kierkegaard parvient à incarner cette nouvelle attitude vitale dans ce roman philosophique. Et pour ce stade esthétique, on pense bien sûr à la figure de Don Juan, emblème de la jouissance extérieure. Le personnage de Don Juan est si célèbre qu'il est devenu une expression regroupant sous sa coupe tous les séducteurs sans scrupules, pour le meilleur et pour le pire. Apparu pour la première fois au XVIIe siècle, le mythe est rendu célèbre par Molière en 1665, qui fait dire à son personnage cette remarquable tirade sur l'inconstance que je ne peux m'empêcher de vous livrer. On goûte une douceur extrême, à réduire par sans hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme, qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque nouveau objet ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Que recherche Don Juan ? Il désire conquérir les femmes, toutes les femmes. Don Juan est donc bien un personnage de l'excès, du mouvement incessant. Ce qui l'intéresse, c'est la conquête elle-même. Une fois qu'il a conquis le cœur d'une femme, cette femme ne l'intéresse plus. Ce qu'il trouve désirable, c'est d'affirmer sa puissance, qui est ici sa capacité à séduire les femmes, à provoquer en elles un désir pour lui. Kierkegaard, toujours, dans Ou bien, affirme que Don Juan n'est pas un séducteur qui conquiert le cœur des femmes par le biais d'une technique. Don Juan n'est pas un professionnel de la drague, contrairement à ce que l'expression « être un Don Juan » laisse entendre. La séduction opère par le simple fait de la puissance du désir qu'il manifeste. Les femmes conquises par Don Juan se laissent fasciner par ce désir, et désirent être ainsi désirées. C'est un personnage sombre qui se soucie peu de considération morale vis-à-vis d'autrui, et surtout, il frôle sans cesse la mort. Le Don Juan conquérant achève de faire de la séduction une consommation, une domination de l'autre qui, une fois atteinte, laisse celui qui fut séduit sur une plage abandonnée. On imagine assez bien les excès d'une telle posture. Figure masculine, dominatrice, doit-on s'arrêter là et renoncer à la séduction ? Ne peut-elle pas être autre chose qu'abus et performance ? La séduction n'est-elle qu'un rapport de force et un stratagème ? Fort heureusement, grâce au philosophe Gilles Lipovetsky, nous n'allons pas nous arrêter là. Dans son ouvrage « Plaire et toucher », publié en 2017, Lipovetsky cherche à comprendre les ressorts de ce qu'il nomme la société de la séduction. Il l'évoque dès ses premières pages. La défiance à l'égard de la séduction est bien ancienne. Il rappelle combien, depuis Platon, la séduction est toujours accusée de tromperie. Usant d'artifices et d'illusions, elle ferait toujours régner l'apparence au lieu de la réalité, le mensonge au lieu de la vérité.
mais c'est oublier un peu vite que dans la séduction, il y a d'abord l'attraction. Alors comment fait-il pour penser la séduction en la débarrassant de tout soupçon ? Il suffit de la regarder autrement, pour voir qu'en tout domaine, la séduction est d'abord créatrice. L'enjeu, dit-il, est de redéfinir la séduction et de la percevoir non plus comme restreinte, négative, dominatrice, mais augmentée. Et pour cela, il est indispensable de revenir à son essence. La séduction sous sa plume est comprise comme un état émotionnel, une expérience première et universelle, se confondant avec le ressenti de l'attrait. La séduction, c'est qu'elle n'est pas une manière ajoutée, cosmétique, qui en vient à se faire plaisir à soi contre l'autre, mais au contraire, une forme de relation, une manière d'entrer en contact avec l'autre, une manière d'être à l'autre. Il s'agit de plaire, de toucher, de capter l'émotion, de captiver l'attention. Et l'on retrouve ces ressorts non seulement dans la relation amoureuse et sexuelle, mais bien dans tous les domaines, que ce soit l'art autant que le commerce, l'amour autant que la politique. La séduction est consubstantielle au vivant. Avant d'être un artifice, un leurre, une stratégie, elle est une donnée immédiate de l'expérience sensitive et affective, écrit Lipovetsky. Voilà la séduction réhabilitée. Mais ce nouvel éclairage n'empêche pas Lipovetsky d'en voir les inconvénients. La séduction, ainsi étendue à toutes les sphères de notre vie, engendre de nouveaux risques. Partout à l'œuvre, dans l'économie, dans les médias, dans la politique, dans l'éducation, la séduction sirupeuse aurait peut-être tendance à nous endormir un peu. L'économie consumériste sature notre quotidien d'offres commerciales attractives, dominées par l'impératif de capter nos désirs et notre attention. Même le modèle éducatif s'élabore sur le ludique. Et dans la sphère politique, l'heure n'est plus à la conviction par la propagande, mais à la séduction par la communication. Attention donc à ne pas se laisser par ces agréables sirènes se faire ôter nos capacités d'analyse. Toutefois, malgré ces écueils, Lipovetsky ne cesse d'insister sur les beaux développements de la séduction, sa puissance motrice dans nos existences, individuelles comme dans notre vie collective. Il appelle donc à la cultiver, avec intelligence et discernement, plutôt qu'à la caricaturer. Car en lisant, on saisit que plaire et toucher est bien autre chose que posséder et dominer. Car pour toucher l'autre, encore faut-il le regarder, l'observer, le comprendre, le considérer, ouvrir grand les yeux. En somme, le respecter, pour peut-être, tenter de l'émouvoir. Bref, nous sommes ici bien loin de la conquête, bien loin des paroles vaines et mécaniques, bien loin d'une stratégie universelle de séduction. Ici, on est dans l'extrême singularité de l'humain. Si séduire est attirer vers soi, c'est aussi entrer en dialogue avec l'autre. Accepter de regarder, d'être regardé. Permettre à deux corps de se sentir, de se plaire, de se toucher, dans un lumineux consentement, dans une vague de désirs partagés. C'est ici que la séduction devient une manière d'être résonance, le concept que définit si bien Hartmut Rosa. La résonance est l'expérience d'une vibration, la vibration de la corde qui nous relie au monde. Selon les lieux où nous sommes et les individus en face de nous, chacun sent bien si sa corde résonne ou pas, et avec quelle intensité. La séduction serait alors le moment où les cordes de deux individus vibrent intensément. L'enjeu n'est pas d'attirer, mais d'oser être. Il n'est plus question d'homme ou de femme, de dominant, de dominé, de séducteur ou de séduit, d'actif ou de passif, mais d'une vibration commune qui donne au monde des couleurs de ciel d'été. Je ne sais pas ce que vous faites pour les vacances, mais je vous souhaite d'être au rendez-vous de vos promesses. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons,
mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.